L'étudiante a disparu en se rendant à la résidence universitaire, et au départ, la police pensait que la solution était juste devant eux. Cependant, à mesure que les jours passaient dans l'enquête, ils devenaient de plus en plus convaincus qu'il y avait de nombreux moments troubles dans cette affaire, et ce n'est qu'au hasard à la fin que la vérité a été découverte. Amy Bloom est née le 1er octobre 1969 à Homestead, en Floride. Elle a grandi dans une famille aimante et avait de nombreux amis, en grande partie grâce à sa nature joyeuse et bienveillante. À l'âge de 14 ans, son père est décédé. Malgré cette perte douloureuse, Amy a trouvé la force de maintenir une perspective positive sur la vie. Après le lycée, elle s'est inscrite au Flagley College, situé à St. Augustine, près de Jacksonville. Bien qu'il n'accueillît que 13 000 habitants, c'était la plus ancienne ville des États-Unis. Elle a été fondée par des explorateurs espagnols, de nombreux éléments architecturaux diffèrent donc considérablement des choses familières aux Américains. Amy aimait étudier à l'université, et en 3 ans, elle s'y est fait de nombreux amis. À ce moment-là, elle avait 21 ans et il ne lui restait plus beaucoup avant la remise des diplômes. Le 6 novembre 1990, son amie Kim est venue à St. Augustine, et elles ont décidé d'aller dans un bar local très fréquenté par les étudiants. La colocataire et meilleure amie d'Amy, Kelly, les a également accompagnées. Les jeunes femmes ont passé un bon moment, profitant de cette rencontre tant attendue. À un moment donné, leur connaissance commune, Sean Nolan, les a rejointes, lui et Amy se plaisaient mutuellement, mais ils n'étaient pas en couple. Dans la soirée, Kelly a dit qu'elle se sentait malade et est retournée à la résidence universitaire, et un peu plus tard, Kim est également partie, laissant Sean et Amy seuls. Le lendemain matin, les jeunes femmes devaient aller en cours. Cependant, quand Kelly s'est réveillée, elle a trouvé la porte de la chambre d'Amy grande ouverte, et elle n'était pas là. Cela lui a semblé étrange, mais elle a décidé qu'elle verrait Amy en cours. Cependant, la jeune femme ne s'est jamais présentée. Kelly et Kim étaient inquiètes de son absence et ont décidé de parler à Sean, qui était resté avec elle au bar la veille. Le gars travaillait dans un endroit près du collège, et les jeunes femmes sont allées le voir. Son récit leur a semblé étrange au début, il a dit qu'il avait une grosse gueule de bois et qu'il lui était difficile de se rappeler la chronologie de cette nuit-là. Après avoir rassemblé ses pensées, il leur a finalement dit qu'après le bar, lui et Amy étaient allés vers la plage pour se promener, mais ils avaient rapidement décidé de rentrer. Le gars a appelé un taxi depuis la cabine téléphonique la plus proche, et pendant qu'ils attendaient la voiture, lui et Amy ont eu une dispute. Finalement, elle est partie à pied vers la résidence universitaire, qui était à seulement quelques minutes de là. Kelly était contrariée que le gars ait laissé Amy seule et ne l'ait pas accompagnée jusqu'à sa résidence. En même temps, elle était encore plus inquiète, Amy n'avait nulle part ailleurs où aller que la résidence universitaire, mais elle n'est jamais réapparue dans sa chambre. Son ami craignait qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave et a commencé à soupçonner sérieusement Sean. Son comportement étrange n'a fait qu'accroître son anxiété. Il semblait que le gars ne s'inquiétait pas du tout du fait qu'Amy avait disparu. Kelly décida de poursuivre ses recherches et se rendit sur le campus universitaire, interrogeant tous ses connaissances pour savoir si elles avaient vu Amy. La réponse était la même, personne ne l'avait croisée ce jour-là et personne ne savait où elle pouvait être. Vers 18h00, son ami décida d'appeler la police. Elle informa les enquêteurs de la disparition de la jeune femme, et ils commencèrent à vérifier les informations. Ils appelèrent tous les hôpitaux locaux, mais personne ne ressemblant à Amy n'avait été admis. Les opérateurs de taxi furent également contactés, mais aucun des chauffeurs n'avait pris en charge la jeune femme. Cette nuit-là, la police ne put trouver aucune preuve qu'Amy avait des ennuis ou était victime d'un crime. De plus, à ce moment-là, la jeune femme avait déjà 21 ans, donc ils ne la déclarèrent pas officiellement disparue, malgré les demandes de son ami. À ce moment-là, Kelly était sûre à 100% qu'il était arrivé quelque chose de grave à Amy. Constatant qu'elle ne pouvait pas convaincre la police de commencer les recherches, elle décida d'appeler la mère d'Amy. Plus tard, la jeune femme avoua que c'était le coup de fil le plus difficile de sa vie. Le lendemain matin, les sœurs d'Amy arrivèrent à St. Augustine pour participer aux recherches. La première chose qu'elles firent fut de se rendre au commissariat de police, où elles reçurent la même réponse: ils ne pouvaient pas ouvrir une enquête car il n'y avait aucune indication d'une menace pour la vie. Les enquêteurs croyaient que la jeune femme était simplement partie pour quelques jours sans avertissement. Alors les sœurs, avec Kelly et d'autres amis de la jeune femme disparue, décidèrent d'organiser leur propre opération de recherche. Elles imprimèrent des tracts avec des informations sur Amy et les placardèrent dans toute la ville. Bientôt, une chaîne de télévision locale vint à leur aide, diffusant des informations sur la disparition de la jeune femme. Tout cela conduisit à un grand nombre de volontaires qui offrirent leur aide pour participer à la recherche. Ils se divisèrent en groupes et commencèrent à fouiller la ville et les environs.
Les volontaires cherchèrent dans les forêts, sur les plages, dans les maisons abandonnées, mais ils ne trouvèrent aucune piste. Cela continua pendant 3 jours jusqu'à ce que la police décide enfin de lancer une enquête. À ce moment-là, toute la ville parlait de la disparition d'Amy, mettant apparemment la pression sur le département de police local et les forçant à agir. La première chose qu'ils décidèrent de faire fut de parler à Shaun, car il était la dernière personne à avoir vu Amy, et là ils rencontrèrent le premier moment suspect. Le gars leur raconta une histoire différente de celle que Kelly et Kim avaient entendue. Shaun dit qu'il avait quitté le bar avec Amy et qu'ils s'étaient dirigés vers la plage, mais en chemin, ils avaient décidé de se séparer et de rentrer chez eux. Il s'approcha d'une cabine téléphonique et appela un taxi, mais quand il se retourna, Amy avait disparu. Après avoir attendu un certain temps, il monta dans le taxi et rentra chez lui. Les enquêteurs trouvèrent cette histoire étrange. Comment une jeune femme pouvait-elle disparaître de la rue en quelques secondes et Shaun, qui se tenait à 1 mètre d'elle, ne s'en était pas rendu compte? De plus, pourquoi avait-il donné à ses amis une version différente des événements? Tout cela suffisait pour commencer à considérer Shaun comme un suspect. Les détectives décidèrent de vérifier son récit et de retrouver le chauffeur de taxi censé le ramener chez lui ce soir-là, et bientôt ils réussirent. Le seul problème était que son récit différait également des 2 versions racontées par Shaun. Le chauffeur affirmait avoir effectivement pris en charge le jeune homme près de la cabine téléphonique. Cependant, lorsqu'il arriva à l'endroit, Shaun dormait sur un banc et le chauffeur de taxi dut le réveiller. Il n'y avait pas de jeune femme présente à ce moment-là. D'un côté, cela fournissait au jeune homme un alibi, mais d'un autre côté, il avait partagé pour une raison quelconque ses versions de ce qui s'était passé, ce qui ne fit qu'accroître les soupçons des enquêteurs. Malgré cela, il n'y avait aucune preuve contre lui, alors la police continua à chercher de nouvelles pistes. 10 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Amy. Pendant ce temps, il n'y avait eu aucune activité sur ses comptes bancaires, ce qui ne faisait que confirmer qu'elle n'était pas partie de son propre chef. À ce moment-là, les habitants de St. Augustine et la police commencèrent à soupçonner que la disparition d'Amy pourrait être liée à une autre série de crimes horribles, sur laquelle nous avons une vidéo séparée. En août de la même année, un maniaque inconnu avait tué 5 étudiants dans la ville de Gainesville, qui se trouvait à 120 km de là. Les gens commencèrent à craindre que ce criminel n'ait déménagé dans leur ville et qu'ils soient tous en danger de mort. Les enquêteurs contactèrent leurs collègues de Gainesville et commencèrent à comparer les affaires, mais bientôt ils réalisèrent qu'il y avait de nombreuses incohérences. Le tueur de Gainesville avait attaqué les étudiants chez eux et y avait laissé leur corps. Dans le cas d'Amy, la police ne savait même pas si elle était encore en vie et ce qui lui était arrivé. De plus, au moment de sa disparition, la police avait déjà arrêté un homme qui était très probablement le tueur, plusieurs éléments de preuve sérieux le désignaient. Par conséquent, les détectives arrêtèrent bientôt de chercher un lien entre cette série de crimes et la disparition d'Amy. Pendant ce temps, le département de police offrait une récompense de 10 000 $ pour toute information permettant de retrouver Amy. Ils reçurent immédiatement des centaines de conseils, mais la plupart d'entre eux ne menèrent à rien. Cela se produisait dans tous les cas où les autorités offraient de l'argent en échange d'informations. Les gens inventaient toutes sortes d'histoires dans l'espoir d'obtenir un chèque facile. Il y avait aussi environ 6 pistes potentiellement importantes. Des témoins déclaraient l'avoir vue dans différents endroits de la ville. Beaucoup ajoutaient qu'elle était montée dans certaines voitures. Parmi tout cela, un appel était beaucoup plus intéressant. Un homme déclara avoir vu Amy dans le centre-ville la nuit de sa disparition. Une voiture assez ancienne, similaire à une Chevrolet Camaro, s'arrêta près d'elle. Il y avait 2 hommes à l'intérieur. Après une brève conversation avec eux, Amy monta sur le siège passager et ils partirent. À l'époque, il s'agissait de la piste la plus détaillée entre les mains des enquêteurs. Cependant, quelque chose dans le comportement du témoin les rendit suspicieux. Après l'appel, il accepta de se rendre au poste de police, répondit à toutes les questions et essaya d'aider, mais pour une raison quelconque, les enquêteurs le traitèrent avec suspicion. Les détectives l'appelèrent instinct de police et ne purent expliquer leurs doutes. Ils lui proposèrent de passer un test au détecteur de mensonges pour vérifier son témoignage, et l'homme accepta. Ils ne lui posèrent que 2 questions: s'il avait quelque chose à voir avec la disparition d'Amy et s'il pouvait emmener les détectives jusqu'à elle. Le témoin répondit négativement, et l'opérateur du polygraphe ne détecta aucun signe de mensonge. Ainsi, les enquêteurs comprirent qu'ils avaient enfin un témoignage honnête qui pourrait les aider à retrouver Amy. La police commença à rechercher toutes les voitures correspondant à la description du témoin, établissant l'identité des conducteurs et vérifiant leurs alibis pour la nuit de la disparition de la jeune femme. Tout cela dura plusieurs semaines, mais le détective ne parvint jamais à trouver un seul suspect potentiel. Depuis lors, il n'y a eu aucune avancée dans cette affaire. Mais le 1er janvier, 2 mois après la disparition d'Amy,
un appel inquiétant fut passé à la police. Un homme promenait son chien en périphérie de Saint-Augustine. À un moment donné, son chien remarqua un tas de bûches avec des briques et se mit à agir étrangement, aboyer et tirer sur la laisse, essayant de courir vers cet endroit. Le propriétaire décida de voir ce qui avait tant perturbé son chien et resta presque sans voix en voyant une main de squelette qui dépassait dessous le tas. Il appela immédiatement la police, et les enquêteurs commencèrent à extraire le corps. En raison du degré élevé de décomposition, ils ne purent pas établir rapidement son identité, mais un détail attira immédiatement leur attention: le corps portait un t-shirt vert, tout comme Amy Bloom la nuit de sa disparition. Le corps était enveloppé dans un drap. Les experts médicaux menèrent une analyse plus détaillée et conclurent que la défunte était une jeune femme. Elle avait reçu 5 coups d'objets tranchants, indiqués par des entailles sur son t-shirt. De plus, 2 graves abrasions furent trouvées sur le corps. Les enquêteurs soupçonnaient que la victime était Amy, ils envoyèrent donc immédiatement ces dossiers dentaires à des experts, qui confirmèrent bientôt qu'il s'agissait bien d'elle. Amy et proches de la jeune femme furent dévastés par la nouvelle, ils avaient espéré jusqu'à la fin qu'Amy reviendrait indemne. Maintenant, la police devait enquêter sur son meurtre. En même temps que la découverte du corps, ils reçurent leur première piste. Amy avait été partiellement enterrée et recouverte de bûches en périphérie d'une grande propriété privée. En apprenant le nom du propriétaire de ce terrain, ils le convoquèrent pour l'interroger. Pour des raisons compréhensibles, l'homme devint immédiatement un suspect. Cependant, après l'avoir interrogé, les enquêteurs commencèrent à douter de son implication. Premièrement, c'était une énorme parcelle de terrain sans clôture, et n'importe qui aurait pu y entrer. Deuxièmement, il y avait 2 caravanes résidentielles sur la propriété, dont les propriétaires payaient un loyer aux propriétaires du terrain. Il ajouta qu'il avait constamment des problèmes avec l'un des locataires. Quand ils entendirent son nom, la police fut choquée, c'était le même témoin qui avait passé le polygraphe. L'homme était âgé de 22 ans et s'appelait Timothy Gatchell. La police demanda immédiatement au propriétaire de la caravane de les laisser fouiller la résidence en son absence, et il accepta. La première chose que la police vit fut un drap très similaire à celui dans lequel le corps d'Amy était enveloppé. Lors d'une recherche plus approfondie, ils trouvèrent de longs cheveux féminins coincés dans le mécanisme d'un appareil d'exercice au sol, il avait la même couleur que les cheveux d'Amy. De plus, en utilisant des produits chimiques spéciaux, les experts médico-légaux découvrirent des traces de sang dans le salon. Une feuille de papier portant le nom de Toby et un numéro de téléphone furent également trouvés dans la maison. Le propriétaire du terrain déclara qu'un gars portant ce nom rendait souvent visite à Timothy. La police estima que cette personne pourrait également être liée au meurtre et la contacta. Toby accepta de rencontrer les enquêteurs et leur raconta son histoire. Selon les dires de Toby, la nuit de la disparition d'Amy, lui et Timothy parcouraient la ville, s'arrêtant dans différents bars. À un moment donné, ils virent Amy marcher seule dans la rue. Timothy demanda à Toby de s'arrêter, descendit et s'approcha de la jeune femme. Il l'invita à les rejoindre, et elle monta dans la voiture. Ensemble, ils se rendirent à la caravane de Timothy et firent la fête. Cependant, l'histoire de Toby commença à ressembler étrangement à un récit de détective. Au début, il prétendit qu'il venait de déposer Amy et Timothy près de la caravane et qu'il était immédiatement parti. Puis il changea de version et dit qu'il était entré avec eux, avait bu une bière, était ensuite allé aux toilettes et était parti immédiatement sans passer par le salon, montant dans la voiture et partant. Les enquêteurs doutaient qu'il fût totalement honnête avec eux. Ils ne croyaient pas qu'Amy irait en périphérie de la ville avec 2 hommes inconnus la nuit. Le matin, elle devait aller en cours et prévoyait de rentrer à la résidence étudiante juste après le bar. Il semblait que Toby avait construit son histoire de manière à ce qu'il ne puisse pas être considéré comme complice. Les détectives n'excluaient pas que Timothy et Toby aient réellement enlevé la jeune femme dans la rue déserte cette nuit-là, mais ils ne pouvaient pas encore le prouver. De plus, Toby raconta quelque chose d'autre. Selon lui, lors de la première semaine de l'enquête, il avait vu des affiches sur la disparition d'Amy et l'avait reconnue. Ensuite, il avait demandé à Timothy ce qui s'était passé cette nuit-là. Il prétendit qu'il avait emmené la jeune femme au centre-ville et l'avait déposée là-bas. Après cela, elle s'était approchée d'une autre voiture et était montée à l'intérieur peu de temps après. Toby lui avait dit qu'il devrait partager ces informations avec la police. Malgré le fait que son histoire suscitait de sérieux doutes, la police avait suffisamment de preuves pour arrêter Timothy. Ils arrivèrent chez lui, et l'homme sortit les mains en l'air. Lors de l'interrogatoire, il raconta aux enquêteurs la même histoire. Quand Toby était parti, il avait commencé à flirter avec Amy, mais elle l'avait repoussé. Ensuite, il s'était énervé et avait décidé de la ramener en ville, considérant qu'il n'avait pas sa propre voiture, il avait pris le pick-up du propriétaire du terrain et l'avait conduite au centre-ville, où Amy aurait prétendument monté dans une autre voiture.
Mais les détectives se rendirent immédiatement compte que c'était un mensonge. À ce moment-là, ils savaient déjà que le pick-up de location avait 3 pneus plats et usés depuis de nombreux mois. Les enquêteurs lui en parlèrent immédiatement, et Timothy devint nerveux. Le détective lui demanda « As-tu tué Amy ?» Et l'homme répondit « Je ne sais pas, il semble que oui. » À partir de ce moment-là, il commença à parler des événements de cette nuit-là. Selon lui, il ne se souvenait pas bien de ce qui s'était passé. À un moment donné, il aurait essayé d'embrasser Amy, et la chose suivante dont il se souvient est qu'elle tenait un couteau. Il aurait prétendument eu peur qu'elle puisse l'attaquer, alors il aurait essayé de lui prendre l'arme. Après cela, Timothy ne se souvenait de rien, comme s'il avait perdu connaissance. Selon lui, cela lui était déjà arrivé, il avait complètement perdu certains souvenirs. Quand il reprit ses esprits, il trouva le couteau dans sa main et Amy gisant sur le sol, sans signe de vie. Effrayé, il décida de se débarrasser du corps. Timothy se rendit à la remise chercher une pelle et commença à creuser un trou. Ensuite, il enveloppa Amy dans un drap et l'enterra là, recouvrant la tombe de rondins et de briques. Après cela, il pria Dieu et alla nettoyer le sang dans la pièce. Avec sa confession en main, Timothy fut inculpé de meurtre. Aucune preuve ne fut trouvée contre Toby, il fut donc seulement utilisé comme témoin. Le 15 juillet 1991, un procès eut lieu où l'homme prévoyait de se défendre et d'obtenir une peine moins lourde. Il voulait faire valoir qu'il avait agi en légitime défense et utiliser l'histoire de la perte de mémoire. Cependant, tout changea lorsque le procureur s'adressa au juge et demanda la peine de mort. Presque immédiatement après cela, Timothy se leva et déclara qu'il était prêt à plaider coupable de meurtre au premier degré si l'accusation acceptait de renoncer à la peine de mort en faveur de la réclusion à perpétuité. Après une brève délibération, le tribunal accepta ces conditions, et Timothy fut condamné à la réclusion à perpétuité. Les proches et les amis d'Amy soutinrent cette décision. Ils éprouvaient tous de la haine envers la personne qui l'avait arraché à eux et voulaient qu'il passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Quant à Toby, aucune accusation ne fut jamais portée contre lui. Néanmoins, son histoire semble toujours suspecte, et je n'exclurai pas la possibilité qu'il ait été directement impliqué dans le meurtre. Timothy reste derrière les barreaux à ce jour, il a actuellement 53 ans. Partagez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardée.